Bien, mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre patience. J'ai la tâche un peu difficile d'essayer d'esquisser une synthèse d'une matière qu'on en connaît assez bien tous, car on a quand même beaucoup de sachants ici. Et je vais essayer surtout d'être bref, parce que chacun estime il devient temps de lutter contre les hypoglycémies qui gagnent. Voilà, moi je pense trois thèmes peut-être pour refaire cette synthèse d'importance inégale. Les acquis de cette réforme. Deuxième thème, des choses qui sont bien orientées, mais pour lesquelles il faut encore travailler, c'est des pistes de progrès. Et puis je terminerai sur ce que je pense être des points de vigilance. Les acquis de la réforme, je vais vraiment être très bref parce qu'on partage tous ce constat, ça a été illustré ce matin. Une meilleure performance opérationnelle de l'outil portuaire grâce à la productivité que l'on a pu engranger sur les terminaux, qu'elle soit technique et surtout la fiabilité sociale retrouvée, même si j'ai bien noté, il nous était indiqué que quelques pas restaient à franchir dans les domaines de la maintenance pour parfaire le tout, et je mets de côté les appels à des investissements complémentaires qui ont pu être faits par les armements que chaque port a dû noter comme étant sa feuille de route. Second point, second acquis, j'en parle un petit peu parce que ça a été vraiment seulement esquissé ce matin. Et même si ça peut avoir un caractère un peu nombrilique, la gouvernance des ports a été modifiée. Je crois que c'est un acquis fort. Nous sommes passés de l'ancien couple conseil d'administration, directeur général, au nouveau triptyque conseil de surveillance, directoire, conseil de développement. Et je crois qu'on a collectivement gagné pour avoir vécu les deux systèmes. Je dirais que si on était sur un terrain de tennis, on a élevé le niveau de jeu très clairement de ce qui se passe au sein des conseils de surveillance, désencombrés d'une série de dossiers mineurs, désormais traités, je l'espère, avec réactivité par le directoire, même si j'ai bien noté que la réactivité faisait partie aussi, pour certains, des pistes de progrès. Quant au Conseil de développement, je crois qu'il a permis aussi de purger et d'éloigner le spectre des conflits d'intérêts et de mettre autour de la table les acteurs du territoire et les acteurs portuaires. Donc là, je crois que c'est un acquis très positif et définitif de la réforme. Deuxième point, ce qui est parti dans le bon sens, mais pour lesquels qui sont encore des pistes de progrès parce qu'il faut continuer à progresser. Premièrement, les desserts terrestres, bien évidemment, les connexions avec l'Hinterland. Et je redis toute la satisfaction d'avoir vu pris en compte par les travaux de la commission Mobilité 21 les ports comme étant un des axes prioritaires pour permettre d'arbitrer et de prioriser les différents projets du SNIT. Ça concerne bien sûr les modes massifiés, à commencer par le fer, avoir bien identifié les nœuds et les blocages, et également ne pas s'être interdit de parler du routier, parce qu'à force de ne parler que du report modal et du mode massifié, on en oublie qu'il y a encore des investissements routiers qui peuvent être pertinents. Je ne plaide pas que pour un grand port du Sud dramatiquement desservi par une départementale, et donc il fallait corriger cette erreur historique. Mais j'aimerais aussi que ceux qui défendent l'environnement pensent, ça me vient d'une de mes expériences personnelles, professionnelles antérieures, qu'il y a quelque chose qui pollue plus que 10 camions qui roulent, c'est 8 camions qui bouchonnent parce que l'itinéraire n'est pas au bon calibre. Et puis, au titre de ces desserts terrestres, bien sûr, la satisfaction de voir se mettre en place des logiques d'axes, très dynamiques et fortement engagées pour un repas, plus timide pour l'axe rhodanien parce que l'histoire de Lyon et de Marseille est sans doute moins proche et qu'il faut être plus volontariste, mais je crois que c'est quelque chose de tout à fait positif. Et également le troisième groupe de travail des assises du fret qu'a lancé Frédéric Cuvillier récemment travaille sur cet aspect port et fret ferroviaire, et on rendra, j'espère, des conclusions et des propositions aux alentours du mois de février qui permettront de faire progresser. La deuxième piste de progrès, bien que là aussi les choses soient bien parties, je le dis parce que c'est peut-être un aspect moins visible pour nos partenaires, je dirais que la réforme a été l'occasion de faire progresser encore la culture d'entreprise au sein des établissements portuaires. Alors c'est quelque chose qui avait été implanté un peu antérieurement. Moi je vois très bien que dès 2005-6, notamment poussé par les tutelles de Bercy, l'arrivée des commissaires aux comptes au sein des ports a fait faire beaucoup de progrès à ceux-ci sur un certain nombre de points, identifier leurs actifs, des politiques de provision, rendre ses comptes, et tout ça, c'est une vraie culture d'entreprise qui percole, pour prendre un terme d'ingénieur, au sein de ces établissements publics.
Et c'est un peu paradoxal, c'est au moment où on s'éloigne de l'exploitation, où on gagne en culture d'entreprise, mais c'est positif. Je pense qu'il y a peut-être d'ailleurs un indicateur que l'on devrait suivre en interne, c'est le profil des cadres que nous recrutons désormais, et il est clair qu'on doit faire évoluer des profils traditionnellement techniques pour intégrer demain, aujourd'hui déjà, et demain des gestionnaires, des commerciaux, c'est pas un gros mot, des financiers, et je crois que ça sera un bon indicateur que de la mutation de nos établissements. Et dans le prolongement de cette culture d'entreprise, on l'a largement évoqué ce matin, substituer au couple traditionnel autorité portuaire usager le couple fournisseur-client, sachant que je regrette que Christian Pasquetta soit parti, je leur ai dit que pour moi, tout client est un partenaire, et pas seulement au moment de la réforme. C'est important, on connaît les leviers qu'on a à notre disposition, la politique tarifaire en est un, Stéphane Snyder nous a tracé quelques pistes là-dessus, et je crois aussi qu'on doit l'être dans ce nouveau métier qui prend de l'importance, le métier d'aménageur, la capacité des ports à accompagner un certain nombre de clients qui veulent venir s'implanter, particulièrement s'ils sont étrangers, pour les guider un peu dans un certain maquis, une complexité réglementaire ou maquis administratif, est quelque chose, est un rôle important que nous devons jouer à leur côté. Et puis, troisième élément aussi, acquis mais voie de progrès, devenus des aménageurs, les ports vont de plus en plus devoir s'ouvrir sur leur territoire, plus que par le passé. La manière de travailler à l'intérieur de nos grilles, historiquement, est totalement périmée et non productive. Demain, les projets portuaires n'ont de pertinence et de chance de succès que si ce sont aussi des projets du territoire qui sont portés par l'ensemble de la collectivité. Alors avec, c'est vrai, des réactivités ou réceptivités du monde de politique locale qui peuvent être différentes d'un port à l'autre, mais chacun doit aider l'autre à progresser. C'est d'autant plus nécessaire que comme l'argent public est une denrée rare, et sans doute rarissime, mais que rien ne laisse présager que ça va s'arranger. On sent bien les uns les autres qu'il est toujours plus facile d'aller convaincre de la pertinence d'un investissement un président de conseil régional ou de communauté d'agglo qu'un directeur du budget à Bercy. Donc dans la recherche des cofinancements, la proximité du port avec son territoire sera aussi une capacité à mobiliser sur des projets fédérateurs. Et cette ouverture sur le territoire, elle va assez loin, puisque, on l'a dit, la prise de conscience que les ports devaient être plus présents, notamment au niveau de Bruxelles et des instances européennes, est aussi quelque chose sur lequel on a à progresser. Pour terminer, je veux vraiment être rapide, ce que j'estime être les points de vigilance. Le premier, on l'a dit, je n'y reviens pas, c'est la nécessité que le modèle économique des ports évolue. Nous avons perdu 30 à 35 millions de tonnes de brut dans un espace de temps court. Ça a été un peu occulté, je veux dire, par le bruit de fond de la réforme, mais il est pour certains définitivement perdu, ce trafic. Les raffinés ne prennent pas le relais à la même hauteur parce que ce marché est déclinant. Le gaz va venir, mais va tarder sans doute à être un relais immédiat. Et nous avons perdu là des trafics rentables, donc il faut qu'on réinvente notre système pour garder notre capacité à investir. Il y a quelque chose de positif, c'est qu'on est sorti finalement d'un système de rente pétrolière, et quand on est rentier, on n'est jamais très intelligent et imaginatif. Désormais, on va devoir s'interroger sur la priorité et la sélectivité de certains investissements. Deuxième point que je voudrais mentionner, car je l'ai assez peu entendu, mais ça me semble important, c'est la nécessité pour nous d'être vigilants sur l'état de la concurrence sur nos domaines portuaires. C'est une problématique assez bien connue. Il y a des secteurs comme certains services, pilotage, remorquage, où on est dans des systèmes, des cadres réglementaires fixés avec des monopoles de droit ou de fait, mais qu'on peut réguler et appréhender. Il y a aussi des tailles de marché dont on sait qu'elles peuvent faire vivre un opérateur et mourir d'eux. Mais néanmoins, on est tous conscients qu'on développera les ports en partenariat avec les opérateurs qui sont là, mais qu'il faut aussi accepter que le développement vienne de l'arrivée de nouveaux acteurs. Et c'est parfois un peu compliqué à gérer localement, mais c'est, à mon avis, totalement indispensable. Car si on veut faire venir de nouveaux clients sur un port, le fait pour un client d'avoir le choix d'un certain nombre de prestataires est un élément d'attractivité du port. Il faut veiller à ce qu'il y ait une concurrence minimum qui puisse subsister. Et puis, dernier point, je ne vais pas être trop long parce qu'il est maintenant très bien connu, c'est la disponibilité du foncier. Le poids des contraintes environnementales ou sécuritaires à travers les PPRT est lourd.
Nous sommes conscients que nous ne pouvons plus aménager, comme par le passé, de manière un peu dirigiste et autoritaire. On ne peut plus faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, mais on a besoin de faire encore. Et là, on sait qu'on a beaucoup à attendre de nos tutelles qui vont mettre en cohérence politique environnementale et politique portuaire. Et chance, ça se trouve dans le même département ministériel, donc elle devrait pouvoir s'établir. Thierry Guimbaud sait que nous attendons beaucoup de lui, et nous savons que notre attente ne sera pas déçue. Je vous remercie.